Bonjour à tous, merci de nous rejoindre une fois de plus, ou pour la première fois pour certains, à ce rendez-vous de la coopération éducative. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Ce qu'on va faire, c'est que pour faciliter la communication, éviter les échos, etc., on va couper les micros de tout le monde, mais on ne vous coupera pas les micros jusqu'à la fin, puisqu'on gardera un temps de questions-réponses où vos micros seront débloqués et où vous pourrez bien sûr prendre la parole et échanger avec Alexandre. Donc, aujourd'hui, nous avons un webinaire qui va être animé par Alexandre Hall. Certains le connaissent déjà puisqu'ils étaient à l'université d'été, et lui aussi. Alexandre Hall, du coup, c'est le directeur adjoint du Français des Affaires de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris-Île-de-France, à moins que ça ait changé, mais je ne pense pas, depuis février, et donc formateur dans le domaine du Français des Affaires notamment. Et il vient aujourd'hui nous parler du français professionnel. Donc, pour terminer peut-être juste cette introduction, ça devrait durer en général 1 heure maximum, c'est-à-dire peut-être une demi-heure, 40 minutes de présentation, puis 20 minutes plus ou moins dédiées à l'échange à la fin, à vos questions si vous en avez, etc. Je pense que je peux laisser la parole à Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'ambassade de France au Brésil de m'avoir invité à ce webinaire spécial Brésil. Je suis ravi. J'ai vu quelques visages apparaître, donc je sais que j'ai croisé plusieurs personnes au mois de février. L'université d'été a été s'est organisée au bon moment, je pense, juste avant la fermeture des vols, etc. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plusieurs d'entre vous à Brasilia. Donc avant de commencer, bien sûr, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous vous portez bien et que vous tenez bon dans ce contexte assez inédit et assez particulier que nous traversons. Donc voilà, Alexandre depuis Paris, donc du coup au Français des Affaires, mais à mon domicile. Et donc l'idée est de vous présenter aujourd'hui un petit peu le français professionnel. Donc en 30-40 minutes, on va essayer de faire un tour d'horizon assez rapide pour une présentation qui s'intitule Le français professionnel, un exemple pour tout comprendre. Donc c'est peut-être très ambitieux, vous me direz par la suite ou et donc, je vais partager maintenant ma présentation et l'idée, c'est vraiment de faire un petit focus, de s'arrêter sur chaque étape de la construction d'un cours de français professionnel assez rapidement. Hein. C'est vraiment un webinaire d'introduction au français professionnel et j'ai tenté à chaque fois de mettre un petit exemple de réalisation après chaque étape pour que ce soit le plus clair et le plus rapide possible. Donc, tout est bien, je peux y aller. Tu peux y aller. Très bien. Donc, avant tout, comme je vous le disais, on va passer par des exemples. Hein, le français professionnel, pour comprendre un peu ce que c'est, parce que, en effet, c'est quelque chose qui est finalement assez simple hein, à mettre en place. Ça peut paraître parfois un petit peu compliqué, surtout quand on débute. Moi, on me pose souvent énormément de questions sur ce qu'est le français professionnel. Est-ce que c'est une langue à part? Non, c'est du français langue étrangère. Hein, c'est enseigner le français à des étrangers qui doivent utiliser le français dans des situations particulières. Donc, je vais continuer cet exemple. Je rappelle pour cela que, parce que je pense que c'est toujours un petit peu rassurant, parce qu'on a toujours l'impression justement que le français professionnel, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est que la plupart des enseignants de français professionnel ont commencé finalement sans formation initiale. Enfin, une formation initiale, oui, en français et langue étrangère, mais ensuite se sont formés sur le tas. Moi, c'est ce qui était mon cas. Hein. J'ai eu la chance un peu comme Obélix, de tomber dans la marmite du français professionnel dès le début, dès ma sortie fraîche de l'université. Et donc, j'étais formé en français et langue étrangère, en didactique du FLE. On m'avait expliqué un petit peu ce que c'était que le français pro, mais la plupart de mes cours, en fait, je les ai créés au fur et à mesure. Et c'est un peu l'expérience que je partage, que je propose de partager à chaque fois en formation ou en webinaire avec les personnes, partager un petit peu les petits trucs et astuces qui m'ont permis, que l'on ne trouve pas forcément dans tous les livres, mais qui m'ont permis d'aller vite de concevoir des cours qui permettaient à des jeunes professionnels ou des étudiants de travailler en français ou en tout cas de se préparer à travailler en français.
On avait ici deux exemples de demandes qui pouvaient être effectuées lors de facultés d'économie. Donc, dans une faculté d'économie, par exemple, d'une université, sur des cours donc plutôt du français des affaires, mais c'est du français professionnel, j'expliquerai par la suite. Et puis, la demande numéro 2, une école d'hôtellerie souhaite proposer des cours de français à leurs étudiants. Les étudiants devront savoir gérer le service en français, accueillir, vérifier la réservation, présenter le menu, prendre la commande, servir, etc. Donc, on voit bien avec ces deux types de demandes que, bien évidemment, c'est du français langue étrangère, mais les contenus doivent être adaptés pour répondre à des projets professionnels, ici, de jeunes, hein, les rendre capables de travailler en partie en français. Donc, le français professionnel, qu'est-ce que c'est que former au français professionnel? Ben, c'est rendre, c'est construire ses cours, c'est construire ses cours de manière à rendre ses apprenants capables de réaliser des tâches professionnelles en français, donc comme réaliser le service en salle pour un restaurant en français, être capable de organiser l'accueil d'un touriste francophone dans un hôtel, être capable de signer de nouveaux partenariats en français dans le domaine des affaires, par exemple, donc réaliser des tâches professionnelles, interagir avec des individus dans un cadre professionnel. Donc, vous le verrez dans la plupart des cas en français professionnel. En tout cas, c'est moi ce que j'observe depuis 5 ou 6 ans, c'est les demandes explosent en ce sens. C'est-à-dire qu'on a des demandes d'entreprises qui veulent former leurs professionnels pour être en contact avec des clients ce qu'on appelle les métiers, excusez-moi l'anglais, de front office. Donc, c'est tous les métiers de l'accueil, dans le tourisme, dans les affaires, dans les relations internationales, etc., où on doit traiter avec des clients ou des partenaires ou des fournisseurs qui proviennent de pays francophones. Donc, former ces étudiants à être capables de comprendre et de produire des documents professionnels, donc ça peut être des choses que nous connaissons dans la vie quotidienne, être capable de comprendre un menu, de l'expliquer aux clients, être capable de comprendre une fiche technique de produit et de la présenter, être capable de créer aussi, de créer des mails, de créer des réunions, de créer des comptes rendus, de créer des documents promotionnels, par exemple, de l'hôtel également, être capable de comprendre son environnement professionnel en français et, très important, parce que c'est de plus en plus le cas pour les entreprises, d'agir au sein d'une équipe multiculturelle. C'est-à-dire que à partir du moment quand vous avez des enseignants, des étudiants qui apprennent une langue étrangère, mais dans un contexte professionnel, qu'ils soient dans une entreprise déjà en activité ou à l'université, automatiquement, vous leur développez une compétence de compréhension culturelle, compréhension de l'autre, de la manière différente de travailler, que ce soit avec des clients, quelles sont les spécificités du client, je ne sais pas moi, francophone, belge, canadien, français, et quelles sont les petites différences culturelles. Alors on le voit en affaires, mais on le voit beaucoup en tourisme aussi. Et c'est parfois très intéressant de voir que d'un pays à un autre, justement, les besoins des clients sont différents. Et donc, ce sont des compétences nouvelles. Moi j'ai tendance toujours à dire, et ça parle beaucoup, quand j'en parle aux entreprises, ça leur parle énormément, et aux jeunes également, c'est que le français professionnel, enfin une langue, hein, l'apprentissage d'une langue, à partir du moment où on adapte les contenus à la demande professionnelle, c'est un multiplicateur de compétences. J'aime beaucoup cette image, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple très simple, hein, je suis réceptionniste, c'est peut-être la chose la plus simple, réceptionniste d'un hôtel. Je sais dans ma propre langue suivre un protocole d'accueil. Je sais résoudre des problèmes avec un client. Je sais vendre un produit touristique à un client de passage. À partir du moment où je parle français, français professionnel, ben je sais aussi le faire en français. C'est-à-dire que mes compétences professionnelles, je les multiplie. Je sais, j'ai des compétences techniques professionnelles que je sais faire en portugais, en brésilien, et je sais aussi les faire en français. Donc automatiquement, au niveau de compétences, j'ai vraiment une compétence qui est doublée.
Donc maintenant, peut-être faire très rapidement, je regarde vraiment le temps là, pour essayer d'aller à l'essentiel, vu que le temps on a été coupé pour des raisons techniques. Donc, vous montrer un petit peu les différences. Alors, le français professionnel, encore une fois, c'est une démarche, hein, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est une démarche méthodologique. Ce n'est pas une langue à part, c'est bien du français langue générale, hein, enfin, du français langue générale, pardon, du français langue étrangère. Mais c'est de vous montrer un petit peu qu'on a différentes optiques. C'est-à-dire que le français langue étrangère, le français général, le français quotidien, on va dire, enseigné tel qu'il est enseigné actuellement, on s'en rend bien compte, en fait, la méthodologie qui est appliquée pour les cours de français général, il est finalement un millefeuille. C'est une sorte de millefeuille. C'est une superposition de différentes méthodologies. Je ne vais pas vous faire un cours de didactique du français langue étrangère, mais voilà, on a eu différentes méthodologies. Les toutes dernières, c'était la méthode communicative, puis la méthode actionnelle, mais avant, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu les méthodes traduction, les méthodes de traduction, les méthodes audiovisuelles, etc., etc. Et en fait, à chaque fois qu'on enseigne du français général, eh bien, on vient adopter une nouvelle méthodologie, mais on n'abandonne pas la précédente. C'est-à-dire que moi, je vois bien quand des enseignants créent un programme de français langue générale, je retrouve bien un peu en fait les différentes couches, les différentes méthodologies qui existent. Et donc l'idée de vous montrer la différence entre français général et français professionnel. Je caricature, hein, mais en règle générale, quand je demande à un enseignant quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand vous demande de créer un cours de français langue étrangère, dans une alliance, dans une université, quelle est la première question que vous demandez ou quelle est la première information qu'on vous donne quand vous prenez un cours? Le premier niveau, la première chose, c'est le niveau. On est vraiment sur une entrée par niveau du cadre européen, en règle générale. Après, ça peut être d'autres niveaux. Mais quand on commence un cours, c'est ah ben, la semaine prochaine, tu vas prendre un nouveau cours, c'est des niveaux A2. Donc, on est vraiment sur une entrée par niveau. En français professionnel, c'est vraiment pas l'information la plus intéressante pour nous au début. Notre information, c'est la tâche professionnelle. C'est-à-dire, OK, je vais former pour quoi faire. C'est-à-dire qu'on va pas être sur tout de suite, on va pas rentrer tout de suite dans la question de niveau. On va d'abord poser la question, pourquoi on crée ce cours? Quels sont les besoins des personnes qui ont demandé ce cours? Ensuite, au niveau du français, la distinction intéressante à faire, c'est entre les activités langagières, ce qu'on appelle communément, qui est un peu une erreur, mais ce qu'on appelle l'équilibre des 4 compétences en FLE, mais quand on lit le cadre européen commun de référence pour les langues, on parle plutôt d'activités langagières. C'est-à-dire, on va être sur des activités de compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Il y en a d'autres, je résume, et voilà les principales. Au niveau des en FLE, on cherche toujours l'équilibre. Il faut faire un petit peu de compréhension écrite, un petit peu de compréhension orale et puis beaucoup d'expression écrite et orale. En professionnel, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une recherche d'équilibre, mais en fait, ça va être selon le métier. Ça va être une sélection des activités langagières. Moi, par exemple, quand j'ai eu à former tout au long de ma carrière d'enseignant plusieurs publics, quand j'avais un public quand j'ai eu à former des chauffeurs de taxi, par exemple, les chauffeurs de taxi, je les formais en compréhension orale, expression orale. Je ne cherchais pas du tout l'équilibre et je ne les ai pas du tout formés en compréhension écrite, en expression écrite. Parce que dans le cadre de leur métier et dans les situations professionnelles où ils devaient accueillir des clients en français, ils n'avaient absolument pas besoin de compréhension écrite et d'expression écrite. Vous allez former, il y a une époque, moi je sais que j'ai une collègue qui devait former des juristes, donc des personnes en droit, le français juridique. Là, c'était le contraire. Il fallait former des personnes qui avaient besoin de comprendre le droit français et donc d'être capable de lire le code du travail français. Mais ils n'étaient jamais en contact à l'oral avec des francophones. Donc le cours a été clairement orienté sur de la compréhension écrite, voire de l'expression écrite, mais surtout de la compréhension écrite. Au niveau du domaine de communication, bah ça c'est simple. Hein. En FLE, on est plutôt sur des domaines quotidiens, personnels et publics. Apprendre à présenter sa famille, à partir en vacances, à parler de ses goûts, de ses opinions, etc. En français professionnel, on va être plutôt sur, bien évidemment, du professionnel et de l'éducationnel. Quelles sont les situations de communication euh, en milieu professionnel où on a besoin du français? Et ça dépend de l'entreprise
ou du secteur d'activité, bien évidemment. Au niveau de l'approche grammaticale et lexicale, on a une approche très exhaustive en FLE quand on voit les méthodes, et ça, c'est un peu le travers de la construction de programme par rapport au niveau. C'est-à-dire, on sait qu'on a un niveau A1, on doit faire une liste de vocabulaire et de lexique qui est très ancrée dans notre historique, en tant qu'enseignant. Et là, ça dépasse les générations. Moi, je vois même les jeunes générations qui sortent des universités en maîtrise de français langue étrangère, elles ont, alors qu'on ne leur a pas enseigné ça, elles ont quand même dans cette historique des points de grammaire et de lexique. Et ça c'est toujours un quiz, moi, qui m'amuse beaucoup. Dans une classe, je vais demander à un enseignant, citez-moi un point de grammaire A2. Et tout le monde se met d'accord. Tout de suite, ah bah oui, en A2. Allez, le subjonctif, c'est quelle classe? Et tout le monde me le donne. Alors que quand je parle d'action de communication en français pro, ou même en français langue étrangère, tout le monde est moins d'accord. En français professionnel, on est sur des points de grammaire contextualisés, du lexique spécialisé. C'est-à-dire, on ne va pas avoir tous les points de grammaire. Ça fait parfois sauter les professeurs de français au plafond quand je dis ça. Au début, ils m'adorent, après, ils me détestent, et après, ils m'adorent à nouveau. C'est de leur dire, mais si vous n'avez que 15 heures ou 30 heures de cours de français avec un étudiant, en cours particulier ou en cours collectif, et que vous devez les former à telle tâche professionnelle, par exemple l'accueil du client, ou encore plus simple, hein, je vais prendre le réceptionniste. Vous devez former des réceptionnistes 15 heures en français. Et il doit être capable d'accueillir très simplement un étudiant, un touriste francophone au bout d'un moment. Quelle est la première chose que va dire un professionnel, un réceptionniste? Madame, monsieur, bienvenue à l'hôtel Bababa. Vous avez fait bon voyage. Vous avez réservé, par exemple, hein. Bon, ben, moi, automatiquement, dans mon programme, je vais voir le passé composé avant le présent. Ça peut faire hurler, mais comme je n'ai qu'15 heures de formation, je vais choisir mes points de grammaire par rapport à ma situation professionnelle. Et pour le lexique, c'est la même chose. Une grande différence entre les deux, français général, français pro, c'est les ressources. D'un côté, en FLE, on a quand même une surabondance et on a des ressources assez universalistes, c'est-à-dire les situations présentées sa famille, et ben on le voit d'une manière très franco-française parfois, et dans toutes les méthodes, on voit comment présenter sa famille et on ne prend pas en compte les manières différentes selon les pays de présenter sa famille. Et des méthodes de FLE, il y en a des tonnes qui sortent chaque année. En français professionnel, il y en a, hein, il y a des ressources de spécialité, français des affaires, français du tourisme, et en FOS, elles sont rares, voire inexistantes, mais ce qui est normal. Et ensuite, le dernier point de différence pour moi, c'est l'horizon. Quel professeur de FLE n'a pas rêvé d'amener son étudiant au bilinguisme parfait qui n'existe pas, bien évidemment, mais on cherche toujours, on a toujours le secret espoir, et c'est pour ça qu'on est si exigeant quand l'étudiant fait parfois une erreur en classe, parce qu'on veut qu'il parle très très bien. Il est locuteur expérimenté et bilingue. Ça, c'est vraiment le rêve. J'exagère un peu, hein, mais je sais qu'en formation, j'ai à chaque fois dans mes formations, une enseignante universitaire, par exemple, et puis une autre étudiante, une enseignante d'université. Et à chaque fois, il y a deux générations, et il y a toujours la grande satisfaction, ce qui est normal, d'une professeure qui dit voici, cette professeure, c'était mon étudiante avant à l'université. Donc, on est très, très content de placer le flambeau, mais je pense que c'est le propre de chaque enseignant. On a vraiment envie que l'étudiant progresse, n'abandonne pas le cours de français et continue à A1, A2, B1, B2, C1, C2, etc. Passe le DELF, le DALF, et voilà. Au niveau du français professionnel, on n'a pas cet horizon. Moi, mon objectif, c'était vraiment l'efficacité professionnelle. J'ai pas un horizon de bilingue. C'est de me dire, si mon étudiant, après mon cours, s'il me dit Alexandre, et ça m'est arrivé de recroiser dans le métro à Paris un jeune étudiant, je me rappelle d'un jeune étudiant sri-lankais que j'ai recroisé par hasard dans le métro au bout de 2 ans, et qui me dit Alexandre, ça y est, j'ai été embauché, je suis serveur dans un restaurant, et grâce au cours, j'ai tout de suite réussi à décrocher un stage. Et j'ai réussi à accueillir en français des clients francophones. Moi, ça a été ma grande, grande satisfaction. Et pourtant, il avait encore un niveau
je sais pas, à 2B1 quand je l'ai rencontré 2 ans après. Mais j'avais atteint mon objectif. Ensuite, là, je vous rajoute 2 autres demandes. Les 2 premières en rouge, vous vous rappelez, c'était des demandes d'université. Dans la deuxième, vous avez une chaîne de magasins spécialisée dans la vente de vins et spiritueux, veut former des vendeurs pour attirer les touristes francophones dans la région. L'objectif est que les vendeurs soient capables de présenter un domaine, de mener à bien des dégustations et de vendre du vin à des touristes francophones. Hein, imaginons au Brésil, des touristes francophones, ça peut être aux aéroports de Rio, de Brasilia, mais aussi dans des zones touristiques ou des grands hôtels avec des dégustations de cachaça, par exemple. La demande numéro 4, un grand hôtel veut former son personnel, concierge et réceptionniste aux Français de l'accueil touristique. Donc, vous voyez, c'est exactement le même objectif, c'est de former des personnes qui vont devoir travailler en français. Mais là, je les ai mises en bleu parce qu'on n'est plus sur des universités et on n'est plus sur des étudiants. Les prescripteurs, les commanditaires, ce sont des chaînes de magasins ou des grands hôtels. Donc là, ce sont vraiment des entreprises. Et les personnes que nous devons former, ce sont des vendeurs et des concierges et des réceptionnistes. Donc là, ça reste du français professionnel. Mais il faut que vous fassiez quand même la différence entre ces deux publics. Et on va voir comment. Il faut vraiment distinguer en français professionnel. C'est à peu près la même méthodologie. Mais il faut savoir distinguer la formation initiale de la formation continue. Je lis assez rapidement. Alors, pour ceux qui aiment le jargon, c'est de moins en moins vrai, hein, mais on parlait de la distinction français de spécialité et fausse français sur objectif spécifique. Moi, je préfère parler de français professionnel et d'adapter ma méthodologie par rapport au contexte. Donc, au niveau de la demande, ben, bien évidemment, à l'université, on est sur une logique d'offre. C'est-à-dire que vous n'avez pas, il y a un cours, et ce cours, il est ouvert et il faut séduire les étudiants pour qu'ils s'inscrivent. Au niveau, c'est une université qui va vous la demander, mais c'est quand même une offre de cours. Hein. Alors qu'en français, sur objectif spécifique, en formation continue, on est sur une logique de la demande. Vous avez une entreprise qui vous demande de créer un cours avec des objectifs très particuliers, et donc vous ne pouvez pas proposer ce que vous voulez. Vous devez proposer quelque chose qui colle à la demande de l'entreprise. Sinon, il y a un risque de perte de clients. Hein. On est vraiment dans une démarche entrepreneuriale hein, dans le français professionnel. Ce qui change, c'est également au niveau du public, du profil et des besoins. Bien évidemment, au niveau du public, vous allez avoir des étudiants qui ne connaissent pas encore le métier. Certains n'ont même jamais fait de stage. Ils sont là pour apprendre leur métier. Donc imaginez, je citais tout à l'heure l'exemple des étudiants inscrits en bachelor. Ils ne savent pas encore, ils savent pas au niveau bachelor qu'est-ce qu'ils vont être. Est-ce qu'ils vont être dans le commerce international? Est-ce qu'ils vont être commerciaux? Est-ce qu'ils vont être commerciaux dans des plateformes, c'est-à-dire beaucoup à l'oral? Est-ce qu'ils vont être des commerciaux à se déplacer dans les entreprises? Quel type de produits ils vont vendre? Ils ne savent pas. Quelqu'un qui est, par exemple, dans une faculté de médecine, à qui on veut donner un cours de français médical, en première ou en deuxième année, les besoins ne sont pas du tout définis de ces étudiants. Ils ne savent pas s'ils vont être chirurgiens, médecins généralistes, etc. Et puis surtout, on a des groupes de taille variable. À l'université, on peut avoir des groupes de 15 étudiants, mais on peut aussi, vous le savez très bien, avoir des groupes de 60 étudiants. Donc, tout ça, il faut l'analyser au début parce que votre pédagogie, elle va changer. Si vous êtes dans une université face à 60 étudiants, il faut mettre en place une pédagogie de grand groupe. Alors qu'en formation continue, ben, c'est le contraire. On est sur de la formation continue. Vous êtes face à des personnes qui connaissent le métier. Donc, ça veut dire que vous allez être vraiment dans une approche d'enseignement par compétences. Parce que les connaissances, c'est eux qui les ont, c'est pas vous. Et c'est ce que je trouve intéressant. C'est que j'ai toujours dit à mes étudiants de français des affaires, dans le français des affaires, les affaires, c'est vous et le français, c'est moi. Et donc, et ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour connaître le monde des affaires par cœur. Hein. Ce n'est pas votre job. Vous ne devez pas vous spécialiser. Vous devez vous intéresser aux situations de communication. Mais le but, c'est parce que parfois, les profs de français pro ont peur de ça pour se lancer. Oh là là, mais je dois faire du français médical, je ne connais rien à la médecine. Ben, moi, j'y connaissais rien non plus quand j'ai commencé. Après, à force d'être avec mes étudiants et de décrire des choses, ben, j'ai appris pas mal de choses, c'est passionnant. Mais je ne me suis pas spécialisé, je n'ai pas un double cursus en médecine. Et heureusement, parce que j'ai enseigné dans une, je sais pas, une quinzaine de secteurs différents, j'aurai une tête, je passerai plus aux portes. Donc, on est face à des besoins précis. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a des besoins très, très précis, très définis. Et là, on est plutôt sur des individuels ou petits groupes.
Au niveau des contenus, ben, en français de spécialité, on va être sur des domaines et métiers habituels du domaine, c'est-à-dire on va choisir des situations et des savoir-faire transversaux. Par exemple, si vous êtes en cours de français de l'hôtellerie et du tourisme, eh bien, ça va être savoir présenter sa région d'un point de vue touristique à un client. Parce que ça, que l'on soit serveur, agent dans un office de tourisme, tour opérateur, tenir un magasin d'artisanat, à la réception d'un hôtel, à chaque fois le touriste francophone, il va vouloir toujours en savoir un petit peu plus sur le pays qui l'accueille. Et donc ça va servir à tout le monde. Donc ça, on peut le faire en cours. Et puis si vous voyez, c'est présenter son pays d'un point de vue touristique, c'est pas non plus très spécifique. Donc ça fonctionne à plein de métiers différents. En revanche, en formation continue, en FOS, là on va être parfois sur un métier spécifique et sur des situations et savoir-faire spécifiques qui sont propres aux serveurs d'un restaurant, par exemple. Donc là, on va aller plutôt sur être capable de conseiller un vin, être capable de décrire très spécifiquement la gastronomie locale. Au niveau d'un réceptionniste, être capable de faire le check-in en français. Donc voilà, là, il y a toutes des informations particulières. On va en fait spécifier. Nos objectifs sont de plus en plus clairs. En formation continue, c'est beaucoup plus clair, pardon. Au niveau des supports, eh ben, en français, en formation initiale, on peut aller piocher dans différentes méthodes qui existent, du matériel qui est existant, et on l'adapte, on l'enrichit, on le contextualise au Brésil, dans votre cas. En formation continue, eh ben, ça dépend. En FOS, c'est souvent du matériel qu'il faut créer, recueillir, adapter, etc., pour répondre à des demandes spécifiques. Au niveau de l'organisation de vos cours en formation initiale, on est sur des parcours longs, c'est-à-dire que vous avez un cours de français, vous savez que le cours, il est sur 3 semestres, par exemple. Et la planification, elle est imposée. C'est-à-dire qu'on vous dit, tu auras cours 1h10 ou 1h20 par jour, 2 fois par semaine, du mois de février au mois de mai, par exemple. Et les moyens sont très variables selon les universités. Au niveau de la formation continue, c'est différent. On est souvent sur des parcours courts, urgence, parce que l'entreprise, quand elle vient vous chercher, elle ne va pas accepter que vous lui dites oh là là, mais on ne va pas être prêt, le programme il va être prêt dans 2 mois. Ah non, non, quand une entreprise elle a besoin, c'est en urgence, donc elle demande à ce que les cours commencent une semaine après. Donc il faut avoir une démarche spécifique pour avancer. Et la planification, elle est ce qu'on appelle une négociée. C'est-à-dire qu'on négocie par rapport à nos moyens. Si on est une alliance, ils veulent les cours tous les jours le mardi. Ben, si c'est un très gros client et il faut recruter un autre professeur, et ben parfois on y va, mais souvent on ne peut pas. Donc, il faut voir si on peut, avec l'entreprise, négocier pour d'autres horaires. Mais c'est des horaires parfois très inhabituels. Et puis, on est au niveau des moyens, ben, c'est souvent les moyens de l'entreprise. Parce que l'entreprise envoie rarement ses collaborateurs dans une institution. Elle va vouloir que le professeur se déplace. Et j'ai mis les nouvelles technologies, hein, parce que comme là, vous voyez, en période de confinement, on le fait en webinaire. Ça vous donne ça vous a peut-être donné des exemples. Hein. En français professionnel, ce mode de fonctionnement de webinaire est très courant parce qu'on est face à des gens en entreprise qui ne sont pas toujours disponibles au même moment, en même temps. Donc, on adapte ces supports. Donc, je vais passer assez vite parce que ça, c'est une petite redite, vous permettez. Donc, vous l'avez bien compris, le français professionnel, c'est une démarche méthodologique, avant tout, qui va vous apprendre à bâtir un programme de formation pour un public qui est clairement identifié et l'objectif est précis et spécifique. Et donc, je vais rebalayer avec ça très rapidement avec vous. On a 3 grandes étapes, on va dire. Quand on crée un cours, que ce soit en université ou à la demande d'une entreprise, il faut définir un projet. Pourquoi je crée un cours? Qu'est-ce que je crée comme cours? Une fois qu'on sait ça, qu'on a défini son projet, il faut définir un programme. Et enfin, une fois qu'on a le programme, il faut créer des activités d'apprentissage, des activités de classe et d'évaluation. Donc, dans définir un projet, je vais rebalayer avec vous toutes ces étapes avec un petit exemple. Définir un projet, il faut formaliser le projet, analyser le public. Je reprends pour ça l'exemple de la demande numéro 4. Un grand hôtel, vous vous rappelez, veut former son personnel, concierge et réceptionniste aux Français de l'accueil touristique. Bon, ça, moi, ce n'est pas suffisant pour faire un cours. Donc, bien évidemment, avant de signer, de proposer un devis
et un programme avec l'hôtel, il faut discuter un petit peu avec lui. Souvent, ça, c'est le rôle de l'ingénieur de formation, du directeur de cours, mais ça peut être aussi délégué à un enseignant. Donc, au niveau, moi, c'était mon cas, par exemple. Dans la plupart des cas, comme il y avait beaucoup dans des établissements, Alliance française principalement en Espagne, quand j'ai commencé à travailler en français pro, ils négociaient bien évidemment les devis et l'argent, mais ne connaissant pas trop le français professionnel, moi, j'avais vu avec eux pour pouvoir démarcher avec l'hôtel, ou, enfin, moi, ce n'était pas des hôtels, c'était des entreprises, pour pouvoir créer le programme, parce que ça me facilitait la tâche. Donc, je rentrais très vite en contact avec les ressources humaines. Donc, là, c'est pour faire quoi? À la fin, finalement, définir un projet, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais lire assez rapidement. Moi, je créais un petit dossier. Vous voyez, vous avez une petite formalisation de votre projet. Contexte du projet de formation. Donc, d'abord, il faut commencer par décrire. Et vous allez comprendre ce qu'il faut savoir dans mon descriptif. Le groupe hôtelier Laguna possède 3 complexes hôteliers en 2 luttes dans la région, situés près des zones touristiques les plus fréquentées par les touristes étrangers. Le groupe a constaté une hausse de 20% de la fréquentation des touristes francophones, par ordre d'importance français, canadien et belge, dans ces installations ces 3 dernières années. Le groupe a par ailleurs signé un contrat avec un opérateur voyagiste français cette année. Ils souhaitent donc former leur personnel aux Français du tourisme pour améliorer l'accueil et l'expérience des touristes francophones. Donc ça, c'est hyper intéressant pour moi de le savoir en tant qu'enseignant, parce que je vois qu'il y a un vrai objectif derrière. C'est qu'il y a un vrai objectif, c'est qu'il y a un vrai besoin. C'est qu'il faut vraiment former des réceptionnistes et des concierges d'hôtel, parce qu'il y a un marché pour l'hôtel. L'hôtel, il veut accueillir plus de touristes francophones et il veut améliorer l'accueil et l'expérience. Et ça vous met dans une posture, vous, en tant qu'enseignant, très intéressante. Parce que souvent, je vois dans les sites internet où quand on démarche des entreprises, on leur dit il faut parler français parce que le français est une langue internationale, parce que le français est une langue professionnelle, parce qu'il faut avoir le niveau A1, A2, B1, B2. Ça va vous faire sourire, mais l'entreprise, elle n'y comprend rien à ce charabia. Ça, c'est un charabia, et c'est pas du tout négatif ce que je dis, hein, mais c'est un langage de prof. Et quand on parle à une entreprise, on ne peut pas parler avec un langage d'enseignant. A1, A2, à B1, B2, ce n'est pas un objectif pour une entreprise. Ça, il faut bien le comprendre. L'entreprise, votre personnel, il va bien parler français parce que, et ça va vous faire sourire. Souvent, les entreprises, moi, elles me le disent. Elles me disent, oh, mais des fois, les alliances ou les centres privés, ils m'appellent et leur premier argument de vente, c'est de dire, nos professeurs sont tous très bien qualifiés. Et l'entreprise, elle se marre, elle se dit, ben, heureusement, vous êtes une école de langue, manquerait plus que ça que vos équipes ne soient pas qualifiées. Ça, c'est des arguments qui ne passent pas du tout auprès des entreprises. En revanche, leur dire que vous êtes capable de leur permettre d'atteindre leur objectif, qui est d'améliorer l'accueil et l'expérience des touristes francophones, ça va leur faire tilt. Et quand on a rencontré Accor au Brésil et d'autres entreprises au mois de février, c'est ce langage-là qui les a intéressés. Pas les cours de français actionnels, B1, B2, tralala. Ensuite, au niveau du public visé. Donc, ça veut dire ça veut dire que vous devez poser ces questions, hein. Il faut un entretien avec la personne qui demande l'information. Il ne faut pas d'abord lui demander quel niveau vous voulez, etc. Il faut essayer de comprendre son projet. Au niveau du public, le public sera constitué de 8 réceptionnistes et de 6 concierges venant des 3 complexes hôteliers. Toutes et tous ont été formés en école hôtelière et ou ont plus de 5 ans d'expérience sur le métier. 6 d'entre eux parlent couramment une première langue étrangère, espagnol ou anglais. 8 ont quelques connaissances en anglais et en espagnol. Aucune connaissance en français. À vérifier. Ça, c'est moi qui l'ai écrit, hein. Ça, c'est vraiment un cas pratique, hein, que je vous donne, qui existe, hein. Pourquoi ça m'intéresse? Je n'ai pas demandé au début, pareil, le niveau, etc. et les besoins. Les besoins, je les ai à peu près parce que l'entreprise me les a déjà donnés plus haut. Là, ce que j'ai envie de comprendre, c'est si, un, ces personnes sont déjà des professionnels, s'ils connaissent leur métier. C'est pour ça que j'ai demandé s'ils avaient déjà été formés en école hôtelière. J'ai besoin de savoir s'ils ont un background, s'ils ont déjà un diplôme, ou quel est leur niveau de scolarité. Est-ce qu'ils ont arrêté l'école, au collège, à l'université, etc. Parce que ça va me permettre d'adapter ma manière d'enseigner. Est-ce qu'ils ont de l'expérience dans le métier? Donc là, ils ont tous
plus ou moins 5 ans d'expérience, donc c'est très bien, moi ça va m'aider. Ils ont de l'expérience, ils ont certainement déjà rencontré beaucoup de clients. Et, euh, et c'est important pour moi de savoir qu'ils connaissent une autre langue que le brésilien, l'espagnol ou l'anglais, parce que du coup, ils sont certainement déjà développé des compétences plurilingues, donc je vais pouvoir peut-être m'appuyer là-dessus, et ça serait complètement différent. Mon rythme d'apprentissage serait peut-être plus lent si j'avais des personnes qui n'avaient jamais été en contact avec d'autres langues étrangères. Et ça, bien évidemment, je fais toujours un petit questionnaire pour le comprendre. Ensuite, on passe à l'objectif de la formation. Là, c'est très détaillé. Vous voyez encore une fois, je ne suis pas sur de la grammaire, je ne suis pas sur de vocabulaire. Bien évidemment, moi, je le sais ce qu'il y a derrière. Mais encore une fois, les étudiants et l'entreprise n'en ont pas besoin. La formation a pour objectif principal de former les stagiaires à réaliser les tâches plus courantes de leur profession en français et d'interagir avec les touristes francophones. À l'issue de la formation, les apprenants seront capables de accueillir le client, décrire les services de l'hôtel, répondre aux demandes les plus courantes. Hop, j'ai mes objectifs et rien qu'avec ça, j'ai quasiment déjà un programme de cours dans ma tête qui est en train de se créer. Ça, c'est mon programme. Et moi, ensuite, Alexandre Hall, en tant qu'enseignant de français langue étrangère, quand j'ai réussi à deviner quels étaient ces objectifs, derrière, je suis capable de mettre mes objectifs communicatifs, mes tâches actionnelles, ma grammaire, mon lexique, etc. Parce que je suis spécialiste de langue et non pas de français professionnel. Mais vraiment, je sais, voilà, que j'imagine que pour décrire les services, il faut mettre les présentatifs, il y a, nous avons, etc., etc. Ensuite, au niveau de l'organisation des cours, ça c'est essentiel de le poser dès le début. J'ai besoin de savoir comment va s'organiser la formation. Je vous ai mis un exemple entreprise parce que ça va être parlant pour vous. Vous voyez, là, l'hôtel m'a demandé 15 heures de formation au début, pouvant être reconduite une ou deux fois selon l'analyse des résultats et de la satisfaction client. Et ça, c'est important. Ça veut dire que l'entreprise, elle va plus, qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses, hein, comme on dit en France, où l'entreprise, les Golden Boys, où il y avait des millions d'argent à donner et à jeter par les fenêtres. Maintenant, quand on prend un cours de formation, on veut s'assurer que les résultats qu'on a demandés sont présents. Donc, on est hyper évalué. Et moi, sincèrement, ça peut faire peur l'évaluation aux enseignants. Moi, j'ai adoré parce que c'est ce qui m'a permis de progresser dans mon métier d'enseignant et de me remettre en question en permanence. Et ça, c'était formidable parce que j'ai pu développer beaucoup de compétences en créativité parce qu'à chaque fois, je me dis, mince, ils n'étaient pas contents pour ça. Ça a fonctionné à 80%, mais l'entreprise veut 100%. Comment je m'améliore en permanence? J'ai trouvé ça passionnant. Donc là, voilà, c'est 15 heures de formation. Et si vous nous avez dit qu'au bout de 15 heures, ils étaient capables d'accueillir les clients, et on va vérifier. Et s'ils sont capables, oui, on va racheter à nouveau des formations. Et ça veut dire, et là je me mets de la place d'un institut français ou une alliance française parce que je vois qu'il y a, c'est pas toujours fait parfois, mais ça veut dire que c'est pas seulement, on confie pas seulement à l'enseignant, hein, le cours de français professionnel. La réussite ne repose pas que sur l'épaule de l'enseignant. C'est-à-dire que quand on vend des cours à une entreprise, il faut être capable aussi de mettre en place des évaluations très innovantes en direction des cours et d'être très présent dans le suivi pédagogique avec les entreprises. Sinon, elles lâchent l'affaire. Ensuite, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il ne pouvait réunir les collaborateurs qu'une fois par semaine, les lundis, donc 5 cours en fait, de 19h à 22h. En revanche, ils avaient une salle de séminaire hyper connectée, avec des tables, des chaises, un système audio en haute définition, un vidéoprojecteur, un ordinateur portable à disposition et une très bonne connexion Wi-Fi. Si possible, leur mettre à disposition des contenus en ligne et ils ne voulaient pas de manuel. Donc, méthode. Ensuite, au niveau du suivi et de l'évaluation de la formation, après les 15 premières heures, et ça c'est véridique, c'est l'hôtel, la direction qui avait demandé ça, ils ont dit comment on peut évaluer que les objectifs sont atteints et que l'enseignant a adapté ses contenus, mais surtout que les étudiants ont aussi bien appris et bien pratiqué. Et en fait, ils ont choisi une simulation. C'est-à-dire qu'au bout des 15 heures de cours, il fallait faire une simulation dans la réception de l'hôtel, la simulation d'un accueil en français.
Donc, bien sûr, c'est moi qui avais joué de touriste francophone. Et devant la direction et les ressources humaines. Et au-delà, si la formation se poursuit, il m'avait dit, OK, on peut envisager une certification spécifique parce qu'on a une démarche qualité, c'est la politique de l'hôtel. Dans notre politique de démarche qualité de notre groupe, c'est de certifier nos collaborateurs, de les former, de les certifier, mais ça, c'est envisageable que si la formation fonctionne. Donc voilà, là, je voulais vous mettre un petit peu l'analyse de la demande, un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin. Ensuite, une fois que vous avez cette demande, il faut commencer à créer votre programme. Donc là, je reviens sur la faculté d'économie d'une université qui voulait, vous savez, ses cours de bachelor. Donc mettre en place des cours de français des affaires de premier niveau pour des étudiants qui sont inscrits, qui vont être futurs commerciaux. Donc ça, moi, souvent, quand je commence un nouveau programme, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le métier et on ne connaît pas les besoins. Moi, je ne sais pas exactement ce dont a besoin un étudiant en commerce. Quand il va se mettre à travailler, de quoi va-t-il avoir besoin? Auquel type de situation professionnelle il va être confronté. Donc, moi, mon objectif, si vous voulez, c'est d'analyser les besoins, donc de savoir quels sont les actes de parole, quels sont les éléments langagiers, quelles sont les situations professionnelles, les actes de langage, la grammaire et le vocabulaire et les autres compétences dont il aura besoin. Et quels sont les documents authentiques que je peux utiliser dans ma classe. Et pour ça, il faut que je collecte des données sur le terrain. Moi, mon objectif, vous voyez, c'est d'arriver à peu près à ça, c'est-à-dire à une liste de situations professionnelles. Donc là, je vous donne un exemple, parce que dans ce cas-là, on m'avait demandé de former les personnes à animer et convoquer des réunions. Donc là, moi, je l'ai fait un petit peu comme ça, joli, mais souvent, sincèrement, je le faisais en liste papier au début. Mais j'aime bien les cartes mentales, ça me facilitait quand même beaucoup la chose, je le fais de plus en plus. Donc là, mon objectif, ma situation professionnelle, mes étudiants devaient être capables d'inviter à convoquer à une réunion, c'est-à-dire écrire un courriel, Pour être capable d'écrire un courriel d'invitation à une réunion, ils doivent être capables d'inviter quelqu'un, d'indiquer le contexte. Donc là, je suis sur la deuxième colonne, en jaune. D'indiquer le contexte et le motif, de décrire les modalités, d'annoncer l'ordre du jour. Donc là, on est vraiment, vous voyez, sur la communication, les actes de communication en situation professionnelle. Pour inviter quelqu'un, je dois être capable d'enseigner ou être capable en tant qu'étudiant d'utiliser les formules d'adresse à l'écrit. Bonjour, chers collègues, cher Robert, etc. Être capable d'inviter avec politesse, j'ai le plaisir de, je suis ravi de, je me permets de connaître en lexique les verbes d'invitation, inviter, convier, prier d'eux, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu mon objectif dans l'analyse des besoins, savoir de quoi ils ont besoin. Mais maintenant, comment je fais? L'erreur la plus fréquente est de demander aux étudiants de quoi vous avez besoin. Et je vais passer vite parce que le temps file et j'ai peu de temps, mais n'hésitez pas à me faire signe, Marine, par rapport au temps, faites le maître du temps si vous le souhaitez. Mais C'est passionnant, donc du coup, je n'ai pas envie de te couper du tout. d'accord. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est quand mes enfants arriveront en hurlant de faim que j'arrêterai. Mais tu estimes que tu termineras dans combien de temps? Juste pour savoir combien de temps on garde Je pense pour que les gens puissent poser une des questions. demi-heure, mais est-ce que ça ira? Ah, je Encore vais une. essayer de terminer en un quart d'heure. D'accord. Je ne sais pas, est-ce Est-ce que que tout ça le monde ira? peut rester jusqu'à la fin de la présentation? Je ne sais pas si. Bon, a priori, tout le monde est très attentif comme moi, donc on t'écoute. Ne perdons pas de temps. Ok, ok. Merci. Donc, comme je vous le disais, je t'en prie, Marine. Comme je vous le disais, l'erreur la plus fréquente, c'est de demander directement aux personnes quel est leur besoin. Moi j'ai souvenir de collègues qui étaient comme moi que l'on envoyait quand j'étais à l'étranger, on nous envoyait dans des entreprises pour faire des analyses de besoins, où on n'allait pas parfois dans l'entreprise, on passait un petit coup de fil. Et les collègues me disaient, ah bah ce qu'ils veulent, c'est du FLE. Bah, c'est quand même bizarre, parce que l'entreprise, c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit, le service des ressources humaines. Ah ben si, ils m'ont dit en fait, ils aimeraient bien, quand ils voyagent en France, discuter avec les collègues francophones,
parler avec les collègues français à la machine à café, etc. Je fais, attends, qu'est-ce que tu leur as posé comme question? Je leur ai dit, de quoi avez-vous besoin? Je fais, oui, mais et ils t'ont répondu quoi? Ben, je pense que je veux ça. Ils t'ont répondu, je veux. Ce ne sont pas leurs besoins, ce sont leurs envies. Et les envies sont très différentes des besoins. Et en fait, il y a des petites techniques pour ça. Moi, la première chose que je fais avant de parler avec la personne, parce que les personnes, elles ne connaissent pas leurs besoins, si vous voulez. C'est très difficile de décrire votre métier. Si quelqu'un, du jour au lendemain, vous arrête dans la rue et vous dit, est-ce que tu peux me décrire en 2 minutes ton métier et de quoi as-tu besoin, c'est très difficile à faire. Parce que c'est tellement, on fait nos métiers de manière tellement automatisée que quasiment que, on a du mal à prendre du recul. Et donc, de connaître nos vrais besoins. Donc, du coup, moi, ce que je fais, vous allez voir la prochaine slide, si tout va bien. Voilà. Eh ben, je vais sur les fiches métiers. Alors, il y a d'autres éléments, c'est-à-dire que je me renseigne à la source. Il y a différents éléments. Bien évidemment, vous parlez au téléphone avec la personne, vous lui demandez quel est son métier. Alors, quand on leur pose la question quel est votre métier, c'est un peu difficile pour eux. Moi, j'ai une autre chose. Souvent, je m'assieds en face d'eux ou au téléphone, souvent. Je leur dis, est-ce que pendant 5 minutes, tu peux m'expliquer quelle est ta journée type? Explique-moi quand tu arrives. Et là, pour les gens, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils vous disent, bah voilà, j'arrive au travail. Tout d'abord, j'ouvre mon agenda, je consulte mes rendez-vous. Ah, et tu as souvent des rendez-vous avec avec des personnes francophones? Oh, j'en ai à peu près une fois par mois avec le siège social Danone, par exemple, en France. Ah bon, et pendant ces réunions, qu'est-ce que tu fais? Oh, ben, je dois préparer un PowerPoint en français et puis je dois leur présenter les résultats chiffrés des ventes au Brésil. Ah, ben, dis donc, c'est passionnant tout ça. Et hop, moi, je me dis, tiens, en fait, rien qu'en m'expliquant sa journée type, je me note sur un petit bout de papier que son besoin, c'est d'être capable d'expliquer des graphiques ou des chiffres de vente de pots de yaourt, je ne sais pas quoi, de nombre de types de yaourts différents vendus au Brésil, par exemple, et d'informer ça, et être capable de créer un PowerPoint en français et de commenter des pourcentages en français. Et donc, moi, je vous conseille toujours de demander, ça prend souvent 2-3 minutes, de dire à la personne, est-ce que tu peux me raconter en 2-3 minutes ta journée type? Vous les laissez parler, vous prenez des notes, après vous posez des questions. Une autre solution est d'aller sur une fiche métier. Alors moi, je vais sur en France, on a Pôle emploi. Je vais sur Google sans vouloir faire de publicité aucun moteur de recherche. Je tape fiche métier Pôle emploi et là, vous avez une fiche métier de Pôle emploi. Là, vous voyez, par exemple, j'ai marqué commercial. Et là, c'est formidable parce qu'ils ils nous font notre boulot à notre place. Donc, je vais sur commercial. Quand je clique sur lancer la recherche, hop, ils me font apparaître une description du métier. Et là, on m'explique qu'un commercial, c'est quelqu'un qui prospecte une clientèle de particuliers, qui présente et vend des produits, des services, avec une stratégie commerciale, qui peut animer des réunions de vente. Ah, ça c'est intéressant, des réunions de vente, qui peut réaliser une étude technique et coordonner une équipe. Coordonner une équipe, ça ne m'intéresse pas, sauf si l'équipe est francophone. Réaliser une étude technique, bah, si c'est sur la base de produits français envoyés par le siège, ça peut m'intéresser. Et puis prospecter une clientèle de francophones, là, ça va m'intéresser. Donc, je vais aller un petit peu plus loin et je vais aller voir quelles sont les compétences qui sont assemblées. Et dans les compétences, dans Pôle emploi, on va vous mettre les savoir-faire de base. Donc, mettre en place, par exemple, identifier les besoins d'un client. Ah ben ça, c'est intéressant parce que si je vais devoir enseigner comment identifier les besoins d'un client. Alors, ça peut paraître flou pour vous, mais une fois que vous rappelez le commercial, dire voilà, comment tu fais pour identifier les besoins d'un client, il vous explique et vous comprenez. Et en FLE, ça s'appelle savoir questionner, poser des questions. Donc, de quoi avez-vous besoin? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous prenez le plus souvent au petit déjeuner? Je ne sais pas, moi, si c'est un commercial qui vend petit déjeuner ou dans le tourisme, un agent de voyage, par exemple, il va identifier les besoins d'un client. Une famille francophone qui arrive à une agence de voyage au Brésil, tout de suite, on va devoir savoir poser des questions en français. Hein. Vous voyagez en famille, très bien. Est-ce que vous aimez les activités sportives? Non. Est-ce que vous voulez plutôt des activités réalisables avec des enfants en bas âge? Très bien. Est-ce que vous êtes plutôt nature
Ou est-ce que vous êtes plutôt activité de plage? Ah, très bien. Nature. Vous aimez la nature? Est-ce que vous êtes plutôt activité blablabla, blablabla? Vous voyez, c'est du fleu, hein, c'est poser les questions, mais on s'est posé les bonnes questions avant. Ensuite, voilà. Et donc, vous voyez, vous analysez une fiche métier. Ça va vous permettre de comprendre le métier, d'analyser déjà, en tout cas d'émettre des hypothèses pour comprendre les besoins des futurs apprenants. Si vous n'avez pas de fiche métier, vous pouvez demander parfois à l'entreprise ou allez-vous sur Internet et en brésilien chercher des offres d'emploi du secteur qui ressemblent. Et dans les offres d'emploi qui sont publiées en ligne, souvent on décrit ce que l'on attend de la personne. Une fois qu'on a défini les besoins et qu'on a bien évidemment, parce que moi une fois que j'ai fait ça, si vous voulez, je fais des recherches sur Internet. La personne m'a dit qu'elle écrit souvent des mails d'invitation, je vais taper sur Internet, chercher des mails d'invitation. Je vais faire de la collecte de données sur Internet très rapidement, hein, parce que pour mon cours, j'en ai pas besoin de beaucoup au début. Je collecte pour mes premières heures de cours les documents authentiques. On me dit que j'utilise un logiciel de réservation, ou on me dit que pour accueillir un client francophone dans un hôtel, je vais lui demander des informations sur son passeport. Tout le monde a un passeport et le document authentique, on l'a déjà. Et après, une fois que la relation de confiance est établie au bout de 1 heure, 2 heures ou 3 heures de cours avec vos étudiants clients, eux, ils peuvent vous fournir des documents authentiques qu'ils utilisent et ils peuvent vous expliquer ce dont ils ont besoin. Mais sincèrement, moi, sur Internet, j'ai jamais été bloqué, hein. J'ai toujours trouvé de tout, en règle générale. Ensuite, une fois qu'on a les documents authentiques et qu'on sait à peu près, on a toutes nos hypothèses vérifiées, c'est-à-dire que j'ai les situations professionnelles, j'ai vérifié les actes de parole. Maintenant, il faut que je crée le programme, que j'analyse les données. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un mail? Quels sont les éléments grammaticaux dont j'ai besoin dans un mail? Comme je vous le disais à l'instant, hein, quand on doit vendre un produit, je vais analyser une fiche produit et je vais me rendre compte qu'en effet, pour être capable de vendre un produit, il faut que l'étudiant soit capable de parler de mesures, hein, de dire, d'utiliser beaucoup de lexique et de présentatif, de dire ce produit est très léger, est très pratique, est transportable facilement. Ah bah tiens, dans mon programme, il faut que j'explique un peu les adverbes. Ce produit mesure X centimètres et pèse autant de kilos. Ah bah tiens, je vais voir les unités de mesure. Et voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, c'est pour vous donner un exemple. C'est qu'il y a tout un travail de programme. Et voilà le type d'exemple. Alors là, je ne vous cache pas que l'exemple très concret, je l'ai extrait d'une formation que j'ai fait il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a une petite dizaine d'années, où je devais former en fait c'était Kenyan Airlines qui ouvrait une nouvelle ligne de transport entre le Kenya et la France et qui voulait former au b.a.-ba de l'accueil du client francophone, ses hôtesses de l'air et ses stewards. Et là, donc ça, débutant complet. Donc ça, c'est mon cours, hein. Vous voyez, mon programme, il a été fait comme ça. D'abord, j'ai repéré la situation professionnelle à laquelle je devais former mes stewards et mes hôtesses de l'air, qui étaient accueillis à bord. Ma tâche professionnelle, c'était accueillir et placer les passagers, donc la première chose. Ensuite, installer les passagers et ensuite gérer les situations spécifiques. C'était mes 3 grands modules de formation. Ensuite, j'ai repéré les savoir-faire langagiers, accueillir et placer les passagers. Pour ceux qui ont voyagé, c'est assez facile, hein, c'est bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour jeune homme, bienvenue à bord. Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. 33F, ce sera par ici au fond du couloir sur la droite. Merci monsieur, bienvenue à bord et bon voyage avec nous. Voilà, moi ils doivent juste savoir ça. Donc ensuite, je peux définir mes contenus linguistiques. Pour ma classe, comme contenu, comme support de classe, pour faire des jeux de rôle, j'ai besoin d'une carte d'embarquement, d'un plan d'avion, et puis en contenu interculturel, les salutations, je dois penser au contenu interculturel, c'est-à-dire que selon l'âge du client, je vais l'accueillir différemment. Hein, en FLE, on peut peut-être apprendre à un petit enfant de dire bonjour jeune homme.
ou un petit enfant de dire son prénom, et ben, ça, on peut pas en hôtesse de l'air et steward. Ça va être bonjour jeune homme, bonjour mademoiselle, même si l'enfant a 3-4 ans, ou bien bonjour bonhomme. Allez, on peut même aller jusque bonjour bonhomme, mais ça dépend vraiment de la culture. Ensuite, le document authentique que vous allez collecter et réutiliser dans vos cours, eh ben, c'est un petit peu ce que vous trouvez en FLE, mais en français professionnel, vous avez beaucoup d'écrits, hein, des formulaires, des courriels types, des courriels, des extraits de sites internet, des cartes de visite, en iconique, en image, des photos de produits, des organigrammes, des plans de travail, des plans de salon, des plans d'entreprise, pardon. Ensuite, on a ce qu'on appelle le mix écrit iconique. C'est-à-dire, en cours, on utilise beaucoup des schémas, des infographies, des fiches produits, beaucoup les réseaux sociaux maintenant, des posts sur LinkedIn pour retravailler le vocabulaire, par exemple. Au niveau de l'oral, des conversations téléphoniques, des discours, des réunions, des présentations de produits enregistrés, des conférences, des tables rondes. Et audiovisuel, il y a un peu de tout, hein, émissions de télé, des simulations professionnelles qu'on a filmées, des spots publicitaires, des webinaires comme celui-ci, des films, etc. Une fois que le programme est créé, il faut créer des activités. Donc là, je vais assez vite, hein, encore une fois, c'est une introduction, mais en vous donnant des exemples. J'ai pris un exemple de fiche pédagogique Numérifos que nous avons créé avec Radio France, avec RFI, en partenariat. Et donc là, c'est l'exemple de argumenter pour vendre un voyage. Donc, c'est un agent de voyage. Donc, on leur donne d'abord, et là, c'est un modèle de fiche pédagogique à peu près, hein, et vous verrez que c'est à peu près la même chose qu'en français langue étrangère, avec des petites spécificités, pardon. La mise en route, donc on écoute le dialogue, quelle est la situation, dans quel pays la client, etc. Donc, il y a un petit dialogue où, en fait, on a un dialogue entre un client et un agent de voyage, et on pose des questions de compréhension détaillée et fine. Mais ce qui est intéressant en français pro, parce que moi, je vois bien dans les méthodes de français langue générale, c'est que vous posez en règle générale je me répète, la compréhension globale et détaillée est très exhaustive. On vérifie s'ils ont compris tout le document. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est pas de voir s'ils ont compris tout le dialogue, c'est voir s'ils ont compris la situation et en compréhension détaillée, s'ils ont déjà compris les éléments qui vont leur servir à argumenter pour vendre. Moi, mon objectif, c'est argumenter pour vendre. Donc, si un vocabulaire n'est pas sur argumenter pour vendre, je ne vais pas poser une question dessus. Je ne vais pas stresser, je ne vais pas passer des heures. Hein. Je sais que ça peut paraître toujours surprenant, mais je trouve qu'en français professionnel, en tout cas avec mon expérience, un bon cours de français pro, selon moi, si vous avez 1 heure, par exemple, vous allez passer à peine un tiers sur découverte du document, découverte de la conceptualisation, enfin, découverte du document, conceptualisation, découverte du point de grammaire, et un petit exercice pendant un tiers, donc il faut aller très vite, et les 2 tiers, c'est pour la systématisation et le réemploi avec des jeux de rôle, des simulations, etc. C'est-à-dire qu'on doit vraiment passer beaucoup de temps à faire des simulations et de l'oral et de l'écrit en classe, et pas passer 3 heures sur une règle de grammaire et après se dire, oh là là, j'ai tellement expliqué une règle exhaustive que j'ai plus que 5 minutes pour faire parler les étudiants. Non, notre objectif, c'est de les faire pratiquer, d'avoir fait systématiser. Donc voilà, donc première mise en route, donc on a un dialogue, argumenté pour vendre un voyage et quelques questions en lien direct avec notre objectif. Ensuite, alors là je vous ai donné la correction, mais on leur donne une boîte à outils, vous voyez, comme là pour vendre un séjour. Moi, mes étudiants, je ne leur donne que ce qui est en orange et en noir. Et en fait, je fais réécouter le dialogue. Et en fait, c'est eux qui, quelque part, devinent la règle de grammaire. Alors là, je ne suis pas sur une vraie règle de grammaire. Hein. Là, je suis vraiment sur plutôt des actes conseillés, argumentés, mettre en valeur. Mais je fais exactement ça sur de la grammaire. Je leur fais repérer dans le document déclencheur les éléments qui leur permettent de comprendre la règle. Et donc là, on réécoute et puis vous voyez, ils doivent compléter. Pour conseiller, on utilise « je vous conseille plutôt » plus non, ou je vous recommande plutôt, ou je vous conseille de plus infinitif, etc., etc. Pour mettre en valeur, on utilise des adjectifs très amélioratifs dans le tourisme, c'est-à-dire très positifs. Donc,
Voilà, on apprend exceptionnel, magnifique, convivial, charmant, accueillant, chaleureux, grandiose, étonnant, diversifié, etc. Eux peuvent apporter aussi sur le vocabulaire qu'ils connaissent. Et comme c'est des professionnels, ils en connaissent quelques-uns, donc ça serait intéressant. Et donc voilà, deuxième phase d'apprentissage, on est sur la conceptualisation. Ensuite, on fait un exercice de systématisation. Donc, ça peut être un travail à l'écrit, un petit exercice à trous, etc. L'important, c'est de ne pas décontextualiser l'exercice. C'est-à-dire que souvent, moi, je vois qu'un étudiant a travaillé, enfin, moi, j'ai souvenir d'un collègue qui travaillait du français, qui enseignait le français avec moi pour les infirmiers. Et donc, on avait vu le passé composé parce qu'il devait savoir le passé composé pour euh, écrire comment dire, les soins, les médicaments qu'ils avaient donnés aux patients et indiquer si le patient avait passé une bonne nuit. Vous savez, souvent, le médecin ou l'infirmier doit écrire, doit laisser une trace écrite de la nuit et donc va indiquer, par exemple, le patient a bien dormi, s'est réveillé 3 fois, a eu des douleurs. Donc, on faisait le passé composé pour ça. Et mon collègue me dit, ah, bah, j'ai travaillé le passé composé, comme tu m'as dit, Alexandre, bien contextualisé. Et là, je leur ai donné un exercice de grammaire pour voir s'ils ont bien compris. J'ai dit, ah, bah, très bien, tu peux me montrer ton exercice. C'était une photocopie de la grammaire progressive du français. Et donc là, en effet, il devait transformer des verbes à l'infinitif en passé composé, mais c'était des situations de la vie professionnelle, ce qui n'avait aucun sens. On lui demandait de transformer ma mère a acheté une nouvelle voiture. Mes voisins sont allés en vacances au Mexique. Enfin, c'était complètement décontextualisé. Les étudiants, finalement, ils ne comprenaient pas trop pourquoi d'un seul coup, ils avaient des phrases qui n'avaient aucun sens pour eux, des phrases qu'ils n'allaient pouvoir jamais réutiliser. Or, il faut profiter de cet exercice-là pour les faire encore pratiquer. Donc moi, je crée mes exercices, hein, c'est-à-dire que je m'inspirais de ce qui existait déjà et je transformais la situation, c'est-à-dire ma collègue a administré une dose de médicament, la patiente s'est levée 3 fois cette nuit, etc., etc. Et ensuite, bien évidemment, indispensable dans tout cours de langue, mais indispensable encore plus en français professionnel, c'est bien évidemment la simulation. Donc là, ça peut être un jeu de rôle, mais ça peut être des situations un peu plus fortes. Vous êtes agent de voyage, votre client hésite entre 2 forfaits touristiques pour un voyage en Europe, votre responsable vous a demandé de vendre en priorité le voyage A, vous essayez de convaincre de votre client de choisir cette première option. Et vous voyez, toute ma fiche pédagogique, tout mon cours, il est en lien avec ma tâche professionnelle du début à la fin. Le déclencheur, la conceptualisation, l'assister, la systématisation et le réemploi à la fin. Et donc voilà, donc je remets la structure de la séance, les 4 phases de l'apprentissage dans une séance. Je dépasse un petit peu les prérogatives du français pro, mais c'est indispensable. Hein, où je vous enverrai le support de toute façon, hein, où vous avez la première partie, quand vous choisissez votre déclencheur. Ben, moi, j'aime bien ce format-là. C'est un format que je me suis fait moi. Je préfère que l'on soit pas, comment dire, concentré sur nos besoins à nous en tant qu'enseignants ou de phase didactique, mais sur le questionnement de l'étudiant. Donc l'étudiant, pourquoi il faut un déclencheur? Parce qu'avec le déclencheur, il va tout de suite comprendre pourquoi il apprend ça, quel est le sens. Comme moi, mes hôtesses de l'air, dès que je montrais un déclencheur, un planning, une photo d'avion, une photo d'un accueil dans un avion, ils disent, ah, dans leur tête, ah super, ça m'intéresse aujourd'hui, je vais apprendre à accueillir un client. Donc, ils cherchent le sens. La conceptualisation, donc grammaticalement parlant ou acte de parole, etc., ben là, vous le mettez acteur, hein, on est vraiment dans l'actionnel. L'étudiant, il observe, il comprend, il dit. En systématisation, il s'entraîne, il s'habitue à faire. Donc, il se pose des questions. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'y arrive? C'est de l'autosatisfaction pour lui aussi, il se rassure. Donc, si vous trouvez des bons exercices, il va être rassuré. Hein, il faut le rassurer. Et enfin, la dernière activité que l'on crée, le réinvestissement, le réemploi,
ben là, il va prendre des risques et il prend confiance en lui. Et la question à laquelle on répond, c'est est-ce que je sais le faire tout seul? Et je trouve que ces questions sont intéressantes de se mettre à la peau de l'étudiant. Donc voilà, et on retrouve les phases du cours. Hein, je découvre, conceptualisation, j'observe, je construis, je comprends, découverte, conceptualisation. Je pense que je me suis emmêlé. Déclencheur, pardon. Déclencheur, ensuite découverte, conceptualisation. Ensuite, systématisation avec j'applique ce que je viens de comprendre et je réutilise, je deviens autonome avec le réemploi. Donc voilà, après c'était des présentations de nos produits, mais vu qu'on est pressé par le temps, je préfère arrêter et répondre à vos questions. J'espère que ça a été clair, c'est quand même beaucoup de contenu. J'ai essayé de tenir dans les temps impartis et puis on a eu le petit problème technique. C'est plus que parfait, Alexandre. Merci beaucoup pour toute cette présentation extrêmement intéressante. Si vous voulez, on peut déjà passer du coup à la Voilà. partie questions. Je vais faire en sorte que les gens qui veulent poser une question puissent débloquer leur micro et le réactiver comme ils le souhaitent. Juste avant que quelqu'un ne prenne la parole, donc oui, on pourra donc récupérer ce support, c'est ce que tu disais? Oui, exactement. Et alors ma question c'est, nous avons l'habitude de partager les supports sur IF Prof Brésil, est-ce que c'est possible? Oui, 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 pas de Très souci. bien. Donc nous partagerons ça sur IF Prof Brésil avec le replay. Maintenant, je laisse la parole à ceux qui auraient des questions à poser à Alexandre. Il y a un Je message. vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Non, sur le chat, j'en ai pas relevé. Je revois des anciens stagiaires. Merci de vos encouragements. Bonjour, c'est Adriana d'Aventure. Alex. Ah, Non, salut moi, Adriana. je voudrais bien que tu insistes sur quelque chose qui est quand même un grand combat. C'est pas un combat, mais peut-être c'est très difficile à comprendre pour un professeur FLE par rapport à tout l'historique qui a mis en place le cadre européen. Ce fait qui est très important de faire la différence avec le FOSS. Et si tu peux insister sur ce fait, sur cette explication, comme quoi on ne va pas parler en FOSS de quel niveau, parce que justement, à quel niveau on va arriver, comment on ne le conduit pas par rapport au cadre. Donc, si tu pouvais insister un petit peu par rapport à cela, au fait que quand on Ok. fait une conception Alors, FOSS, c'est pas pas ça. par rapport au cadre, pas par rapport au cadre, je dirais plutôt pas par rapport au niveau. Hein, parce que par rapport au cadre, le descriptif de l'actionnel, etc., va dans le sens du français professionnel, hein, du FOSS. Donc, comme je disais, oui, on ne peut pas. Alors, à un moment donné, il faut de toute façon évaluer le niveau et il faut avoir des idées de niveau par rapport à son programme. Mais il y a une part d'hétérogénéité à prendre en compte dans le FOSS, encore plus vrai qu'en FLE. Moi, je viens de dire qu'en effet, il faut faire attention à ça, mais que ce n'est pas non plus si différent du FLE pour assurer, parce qu'on a tendance à croire que le FOSS, c'est compliqué, et en fait, le français pro, non. Par rapport en FLE, moi, quand j'étais prof de français langue générale, j'avais plein d'hétérogénéité. On me dit que j'ai un groupe de A2, mais finalement, dans mon groupe, quand j'étais à l'Alliance française de Paris, j'avais un V étudiant en FLE, j'avais un étudiant qui avait peut-être un niveau A2, mais très faible en compréhension orale, un autre à un niveau A2 très fort en compréhension écrite, un avec un petit niveau A2, un avec un bon niveau A2 et un peu de B1, mais l'hétérogénéité, elle est là. Elle est déjà là. En français professionnel, ce qui va changer en effet, Adriana, c'est, comme je le disais, selon moi, encore une fois, ça, selon mon expérience, hein, je parle au nom de mon expérience, c'est au niveau de la construction des programmes. C'est que moi, je ne pose jamais la question de l'entrée par niveau. Comme je vous l'ai expliqué la présentation, le niveau ne m'intéresse pas. Quand j'ai commencé à parler aux chefs d'entreprise, quels sont les besoins? Moi, je vais passer les tâches professionnelles. Et une fois que j'ai la tâche professionnelle et que j'ai mon programme à peu près de fait, c'est qu'à ce moment-là, une fois que j'ai mes tâches professionnelles et les savoir-faire langagiers, c'est à ce moment-là que je repère les différents niveaux de langue et que j'intègre ma grammaire et mon lexique. Pas avant. Parce que pour moi, une tâche, elle peut toujours se faire à minima et à maxima. C'est-à-dire que se présenter
eh ben, je peux me présenter à un niveau A1, A2, à un niveau C1. Enfin voilà, c'est pas. Et de toute façon, il faut. C'est un peu ce que je disais au début, et là, ça mériterait quasiment, Adriana, cette question, un temps très long. Et en webinaire, j'aime bien donner une première introduction parce qu'après, je peux créer des doutes et créer des cauchemars chez les personnes. Mais si vous voulez, par rapport à cette notion de niveau, elle pourra vous être utile, mais pas en amont de la conception de programme. Et surtout, il faut, pour moi, un professeur de français professionnel, comme je vous l'ai dit, mais c'est une qualité indispensable pour tout prof, c'est la capacité de remise en question. Et donc, se dire à un moment donné, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a appris, je ne le sais plus. Et quand je crée un programme, je ne sais plus rien. Pourquoi? Parce que si dans ma tête, j'ai mon petit subjonctif qui clignote parce que on m'a dit que c'était du B1 ou du B2, ou bien qu'est-ce que je vais vouloir faire dans mon cours de français professionnel? Dire, ah là là, c'est du B1. Et ben, il faut absolument que je case la différence passé composé imparfait. Je dis un peu au pif. Hein. Et ça, cet aspect grammaire, il va venir par rapport à votre niveau. Parce que vous allez vous dire, oh B1, vous avez un réflexe, vous allez vouloir absolument caser le point de grammaire en lien avec votre niveau du CECR. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que peut-être que dans votre entreprise ou dans l'entreprise, la personne qui est en face de vous, vous n'avez que 15 heures de cours et il n'a pas besoin de voir le passé composé et l'imparfait pour réaliser sa tâche professionnelle. Tudo bem? Tudo bem. Merci beaucoup, Alexandre. Adriana, je ne sais pas si tu avais une autre question ou si quelqu'un d'autre souhaite poser une question à Alexandre. Certaines personnes commencent à partir. N'hésitez pas. Normalement, vous avez accès à vos micros. Hein. Bonjour. Bonjour, Andrea. Bonjour. Oui, merci de nouveau. Oui, voilà, j'ai beaucoup aimé votre présentation de nouveau. Et je pense que par rapport aux forces, il faut, je pense que le plus important maintenant, je vois, c'est la formation. Il faut qu'on ait beaucoup de formation pour les forces parce qu'on a beaucoup de représentations comme professeur. Je ne sais pas si je suis... Et il faut enlever ces représentations. Je pense qu'on est trop attaché aux représentations d'enseignement-apprentissage dans ces métiers. Par exemple, on dit la langue maternelle, maintenant on peut l'accepter, mais autrefois on n'utilisait pas dans la classe. On est généralement attaché à une approche. Maintenant, c'est la perspective actionnelle, mais je pense que pour travailler dans les forces, il faut accepter d'autres orientations. On ne peut pas être attaché seulement à une approche. Et donc, je pense que ça, c'est la chose plus difficile. Oui. On est très attaché à une image, à une représentation d'enseignement-apprentissage. Je pense que ça, pour le prof, c'est très difficile. Oui. Je suis tout à fait, je partage à 450%, si c'est possible de dire 450%, ton avis, Andrea, en effet, parce que c'est avant tout, mais ça c'est vrai pour n'importe quel métier, ce n'est pas même que pour le professeur. Moi, je suis persuadé que tout réside dans la posture de l'enseignant. C'est-à-dire, si on se pose les bonnes questions et si on est prêt à se remettre en question en permanence et à casser nos schémas pour les reconstruire, on y arrivera. Moi, souvent, je dis, ah oui, mais comme tu l'as dit toi-même, il faut beaucoup de formations. Alors, je mesure, et oui, il faut des formations. Mais il y a aussi une posture. Il faut avoir beaucoup de formations où sont d'outils, et nous, on fait beaucoup de pédagogique d'outils. S'il n'y a pas cette posture-là qui vient de chaque enseignant, qui se dit, OK, je me sens prêt. Il y a beaucoup qui se jettent dans l'aventure, hein, qui se disent, ça m'a parlé. Après les formations, on me dit souvent, en fait, j'ai été motivé, ça me remotive, parce que je revois un sens à mon métier, je vais pouvoir le créer, etc. Je sors un petit peu de ma zone de confort, je pars dans ma zone de risque, parce que c'est vraiment ça dont tu parles, hein. C'est de sortir un peu de sa zone de confort. Et donc, oui, il faut des formations et des outils, mais avant tout une posture.
Et moi, le plus gros conseil que je peux donner, au-delà de suivre des formations et des outils, c'est de vous lancer. De vous lancer. Moi, alors comme je vous dis, je suis tombé dedans depuis tout petit. Si on peut considérer que j'ai été grand un jour, mais depuis tout petit, j'ai été dans le français pro parce que à 24 ans, 23, 24 ans, quand j'ai eu mon diplôme, je suis arrivé à l'Alliance et on m'a tout de suite donné un cours et 2 cours de français pro de FOS dans les entreprises. Ça m'a passionné et du coup, comme j'avais donné des bons résultats, on m'a donné que les cours d'entreprise. Et donc, pendant 20 ans, mais je n'avais eu aucune formation. Enfin, le premier livre vraiment de français pro qui a été créé, où le FOS a été posé, qui est la base maintenant, que l'on voit à l'université, les écrits de Florence Monlandalis, de Chantal Parfait, de Jean-Marc Mangiante, etc. Il y a eu d'autres écrits avant, mais malgré tout, c'est quand même de la littérature assez scientifique aussi. Sincèrement, moi, ça n'existait pas. Ça, c'est le bouquin de FOS de Jean-Marc et Chantal, c'est 2004. Moi, je vous parle de 1998, 97-98, donc 6 ans avant. Donc, je me suis formé sur le tas, en fait. Mais je pense que, alors peut-être que comme je n'avais jamais encore vraiment beaucoup enseigné le français, je n'avais pas encore des réflexes bons et mauvais qui s'étaient ancrés. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est, même si vous avez peur au début et que vous n'allez peut-être pas vous lancer dans un grand cours avec 20 personnes ou 15 personnes, prenez des cours particuliers ou vos cours, même les cours que vous avez actuellement, posez-vous, même vos cours de français, posez-vous la question avant même du niveau, se dire, bon, dans mon programme, je vais voir ça, pourquoi je le vois. Posez-vous la question du besoin. Et une fois que vous allez vous poser, enfin voilà, il faut vraiment, même si vous n'avez pas de cours de FOS pour l'instant, questionnez-vous, remettez-vous en question. Et vous allez voir que vous allez créer une sorte de réflexe et petit à petit, vous vous sentirez de plus en plus confiant. C'est vraiment une notion de confiance, de formation. Mais il y a des webinaires, tous nos webinaires, par exemple, chez nous, sont en ligne gratuitement. Il y a IFOS, il y a des formations qui existent. On peut mettre à disposition des formations. Et bien évidemment, je ne prêche pas pour ma paroisse, il en faut des formations. Mais au bout d'un moment, lancez-vous. Merci beaucoup, Alexandre et Andrei, pour cet échange. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Ou est-ce que tout le monde a faim? Ici, il est presque 13 heures au Brésil. Je pense que tout le monde a faim. En tout cas, moi, j'ai toujours faim à 13 heures, mais peut-être que je suis la seule. Au revoir, Tiziana, qui nous dit au revoir sur le chat. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre patience pour ce début un peu chaotique. Et puis à votre disposition. C'est nous qui te remercions, Alexandre. Merci à tous pour votre participation. J'ose pas mettre ma caméra parce que c'est ça qui posait problème apparemment pour bien t'entendre. Voilà, donc merci à la CCI Paris Île-de-France d'avoir participé à ce webinaire pour le public des profs brésiliens. C'était un plaisir de te revoir et de t'entendre. Merci à tous d'être venus, d'avoir été patients aujourd'hui avec nos problèmes techniques. On vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau webinaire qui sera dédié à l'éducation au cinéma. À très bientôt. Bien. À très bientôt, merci. Et hâte que nous sortions de cette crise sanitaire pour vous retrouver en chair et en os. Oui, vivement que l'on puisse revenir à la normale. Au revoir Alexandre, au revoir tout le monde. Merci à tous, bye. Merci. Ciao. Ciao, ciao.